Bonjour, Jean-Pierre Le Bourris, je suis chargé de recherche au CNRS. Je travaille en sciences politiques sur un certain nombre de sujets, dont notamment les politiques publiques en santé et environnement, mais également plus largement les politiques environnementales, l'administration de l'environnement et un certain nombre de sujets liés à ces thématiques. Je vais vous présenter les premiers résultats d'un programme de recherche qui porte sur les actions publiques et les instruments de gouvernement relatifs aux expositions multiples dans une perspective comparée, un programme qui a été mené en partie avec Alexandra Johnson-Leclerc, qui est co-autrice de cette communication. Avant d'aborder les questions au centre de ce projet et certains de ses résultats pour l'Europe, quelques éléments de contexte pour éclairer les enjeux liés à la question que nous abordons ici. Deux dates tout d'abord pour mettre un peu en perspective cette question des multi-expositions et de leur régulation. En 1962, Rachel Carson, dans son livre Printemps silencieux, alerte, on le sait, sur les dangers liés aux pesticides et à leurs effets sur l'environnement et sur l'homme. Elle ne lance pas seulement l'alerte sur les dangers de ces substances, mais aussi à plusieurs reprises dans l'ouvrage sur les effets des combinaisons et des interactions entre substances. C'est ce que dit explicitement la citation que vous pouvez lire, pointant donc de façon assez concrète le saladier qui est mis sur la table de la cuisine des Américains et donc des mélanges qu'il contient. Donc, dès la première alerte publique, l'alerte d'importance, on voit donc apparaître l'idée d'une exposition totale des résidus de pesticides qui se trouvent dans des limites légales, comme le dit la citation, mais dont l'addition des toxicités dépasse les seuils de danger officiellement fixés. 58 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, cette année, en 2020, on retrouve cette notion d'effet combiné ou cumulé des substances chimiques dans la nouvelle feuille de route, la roadmap de la Commission européenne sur la stratégie durable dans le domaine des produits chimiques, elle-même un axe central donc, du pacte vert européen de relance qui a été lancé l'année dernière. Cette feuille de route prépare une refondation de la politique européenne de régulation des produits chimiques qui a été rendue publique donc, là très récemment en octobre 2020 avec un objectif affiché de suppression des pollutions et, je cite, d'un environnement non toxique pour tous, et la volonté évidemment de réguler les effets combinés, je cite, de différentes substances chimiques et les substances chimiques très persistantes. On a donc près de 60 années qui séparent la première alerte de Carson sur les cumuls d'exposition et cette affirmation, qui est encore évidemment programmatique, de mettre sur l'agenda la prise en compte régulatoire de ces effets combinés. Alors, comment expliquer cette durée ? Quels sont les mécanismes qui interviennent dans la mise en place d'un contrôle public de ces dangers ? Quelles sont éventuellement aussi les pressions et les freins qui interviennent dans ce processus ? Ce type d'interrogation est d'autant plus important, évidemment, que cette question, on a vu l'ancienne de l'exposition totale et du cumul des effets toxiques, va être de plus en plus centrale dans un monde chimique qui devient la norme avec des substances de plus en plus ubiquitaires dans l'environnement quotidien naturel, des substances persistantes et qui se retrouvent à l'intérieur des individus, puisqu'on sait maintenant que la charge toxique globale de chaque individu peut être mesurée avec une coprésence de nombreux de ces polluants mentionnés précédemment. Partant de ces constats, donc, nous proposons ici de nous interroger sur les modalités de réponse des acteurs publics face à ces situations de multi-exposition et notamment la mise en place d'approches intégrées des risques chimiques. C'est le sujet central de la recherche dont nous présentons quelques résultats préliminaires et de façon évidemment très résumée ici. Donc un projet qui fait partie de ce programme nommé ACE pour Action publique comparée pour les expositions agrégées et cumulées. Donc, si on essaie de résumer la question centrale, elle pourrait être la suivante. Comment émergent des politiques publiques qui prennent en compte les expositions chimiques multiples ? Ce projet est basé sur une collaboration entre CNRS, l'École des hautes études en santé publique, et il est financé par la Fondation de France. Alors, le projet en question vise précisément à retracer et à comprendre l'émergence de dispositifs publics qui favorisent l'intégration des expositions et donc qui remettent en cause, alors de façon très incrémentale, on va le voir, l'approche dominante, c'est-à-dire une régulation qu'on qualifie en général en silo des substances, alors substance par substance, isolément,
mais également par voie de contamination ou encore par type d'usage. Ceci signifie concrètement la prise en compte de l'agrégation des expositions à une seule substance, hein, donc les différentes voies qui conduisent à l'exposition à cette substance, mais également, donc, par rapport à ce que l'on exprimait auparavant, le cumul des expositions à plusieurs substances qui peuvent être regroupées. Alors là, ça devient effectivement, les méthodes sont plurielles. Donc, ces regroupements de substances peuvent être faits de plusieurs façons, par famille moléculaire, par similarité d'effets, comme dans le cas par exemple des dioxines, des PCB, de mécanismes, comme dans la perturbation endocrinienne, ou globalement, ce qui est un peu la solution qui est de plus en plus explorée aujourd'hui, celle des modes d'action, des modes of action, dans le cadre de regroupement de produits pour une évaluation commune, les CAGs, or Common Assessment Groups. Une façon de répondre à cette question de la mise en place d'approches intégrées est de prendre d'abord un point de vue très général sur l'ensemble de la chronologie que nous avons reconstituée de ces approches intégrées précisément. Nous ferons cela avant de procéder à l'analyse des études de cas nationaux, notamment la comparaison entre France et Suède, qui est le sujet de cette présentation. À partir de cette chronologie que vous voyez évidemment de façon assez sommaire reconstituée sur la diapositive, on peut avancer plusieurs remarques générales. On s'en tiendra vraiment au point essentiel ici. Première remarque très générale et globale, le caractère très lent et progressif de cette évolution, qui a été déjà évoqué dans le rapprochement en introduction entre les dates de 1962 et 2020, qui sont un peu aux extrémités de ce schéma. Donc cette évolution que l'on voit retracée ici de cette mise en place des approches intégrées est marquée par des très longs moments de maturation, on peut dire aussi d'inertie, hein, de lenteur, et des phases critiques d'accélération qui correspondent à des prises de conscience publiques et médiatiques qui conduisent à des remises en cause de l'approche dominante par substance. Outre l'alerte, on a représenté sur le schéma ces indications de façon aussi synthétique par des points rouges. Outre l'alerte, la première alerte de Carson en 1962, on trouve dans les années 80, par exemple, la prise de conscience liée aux décharges et aux incinérateurs, qui pousse à l'adoption d'un système d'équivalence toxique pour l'ensemble de la famille des dioxines, puis des dioxines et PCB, dans les années 90 et dans les années 2000. On a également, on le voit à partir de 96, et c'est bien connu, la mise en avant des perturbations endocriniennes, le livre de Theo Colborn date de 96, avec une relance de la réflexion globale sur les pesticides, et notamment les pesticides à perturbation, à effet de perturbation endocrinienne. Enfin, on voit ça, la partie supérieure du schéma montre l'accumulation progressive dans les années 80 et 90 des enquêtes de biosurveillance, d'imprégnation, qui conduisent, on va dire, au milieu des années 2000 et surtout à la fin des années 2000, à une nouvelle prise de conscience justement de cette charge toxique, hein, du toxic burden, qui est notamment signalée en 2009 par une étude de l'EPA danoise sur les enfants de 2 ans et qui montre justement l'accumulation de ces produits chimiques qui va produire, à partir des années 2010 et ensuite, une nouvelle mobilisation autour du cumul de ces substances toxiques et de la nécessité de les réguler. Également, enfin, on voit un certain nombre d'éléments sur les pesticides. Alors, deuxième élément d'enseignement de cette chronologie globale, ce qui est représenté par les points bleus, pour aussi essayer d'isoler des informations pertinentes, c'est le caractère éparpillé et disséminé des avancées de la régulation qui s'opèrent famille par famille, famille de composantes, hein, donc on n'a pas d'approche globale sur les cumuls, qui travaillent par des groupes de polluants. On a vu le cas des dioxines, des PCB, où on essaye de réguler l'ensemble de la famille, mais on reste dans une famille de composantes, mais également par usage, hein, l'usage du type donc, les pesticides, les biocides, le type d'eau par milieu, l'air, l'eau, etc. Donc ça veut dire que l'approche substance par substance ou par silo n'est remise en cause que de façon très sectorielle, de façon isolée dans l'ensemble de ce processus. Donc on voit qu'il s'initie, on va dire, au milieu des années 90 et qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, ceci a pour conséquence qu'on arrive à un corpus de plus de 15 législations européennes qui comportent des approches intégrées et qui prennent en compte ce calcul des toxicités. Un dernier élément, on voit que c'est vraiment tout à la fin de la décennie précédente, 2010, c'est le cadre rouge en bas, on voit émerger de façon globale la question du cumul dans l'action publique et dans les agendas gouvernementaux, avec cette représentation qui montre la courbe des mentions du terme chemical mixture dans les supports médiatiques, alors qu'auparavant, ce n'était assez peu
assez peu le cas. On avait en quelque sorte un problème à bas bruit. Dernière diapositive sur les progressions et les dynamiques des approches intégrées, cette fois-ci dans 2 États membres de l'UE. Si on se concentre maintenant sur cette situation nationale, quels enseignements peut-on tirer de la comparaison des progressions et de ces dynamiques? Alors pour cela, nous nous focaliserons sur une type de famille. Dans le cas de ACE, on utilise plusieurs familles de composantes, les PBDE, les parabènes, les pesticides, mais là on va travailler uniquement sur les phtalates. Donc, pour rappel, les phtalates sont une famille de plastifiants qui sont utilisés pour assouplir le PVC. On en distingue plusieurs groupes. Alors, on les a répartis là avec des couleurs sur la diapositive en 3 groupes. Les plus connus, on va dire, les plus répandus, mais aussi les plus dangereux, en rouge, ont été très tôt réglementés, DEHP surtout, DBP, PBP. Et puis ensuite, on a un groupe qui a été plus tardivement régulé, les 3 ou 4 qui sont mentionnés en orange. Et ensuite, une famille beaucoup plus large. Alors, on en est aujourd'hui à 11 qui sont régulés dans le cadre européen par REACH, mais la famille est beaucoup plus nombreuse, de phtalates qui sont potentiellement à effet de perturbation endocrinienne et donc à effet reprotoxique. Alors, qu'est-ce qu'on constate si on compare les législations et les régulations dans les 2 pays, en France et en Suède? D'une part, c'est qu'on a dans les 2 cas des évolutions nationales qui fonctionnent par, on pourrait dire, un patchwork de régulation à la fois par entité, c'est-à-dire par sous-groupe. On a des régulations sur 3, sur 6, sur 4, sur 11 phtalates, qui progressent différemment selon les pays. Et également, des régulations dont les usages contrôlés, progressent évidemment différemment selon les pays. Alors, les enfants de moins de 3 ans, ceux qui mettent à leur bouche, le matériel médical, électronique, cosmétique, alimentaire. Là aussi, on a une très grande variation des progressions dans les deux zones nationales. Ce qu'on observe également, c'est entre 1995 et 2020, puisque c'est l'ensemble de l'évolution observée, on a des évolutions décalées, donc, qui sont en fait décalées en fonction des mobilisations nationales, beaucoup plus fortes en Suède à partir des années 90, plus tardives en France, on va dire à partir de 2010, mais qui au fond sont convergentes dans le cadre de l'UE, puisque à partir des années 2011-2015, on a une sorte d'européanisation de la régulation de ce produit, dans le cadre de REACH notamment, qui fait que les évolutions nationales auparavant distinctes redeviennent en fait communes. Dernier point sur cette question de la comparaison entre France et Suède, on voit que dans les 2 pays, on a également des tentatives d'approche globale. En France, on pense à la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens en 2014. En Suède, beaucoup plus tôt, à la fin des années 90, la stratégie d'environnement non toxique, un gift-free milieu. Mais dans les 2 cas, on n'a pas de débouché régulatoire, en tout cas pour l'instant, qui est manifeste. Et on voit bien que la progression de ces approches intégrées s'opère toujours par type de substance, par groupe de substances ou par famille, et que par contre, les tentatives les plus globales, notamment celles de promouvoir un environnement toxique, ont plutôt valeur à la fois d'affichage, de mise en avant d'objectifs, ce qui évidemment interroge pour conclure la stratégie actuelle de l'Europe, puisque ce qu'on observe en 2020, c'est une reprise, un uploading, on va dire, de la stratégie suédoise, d'un environnement non toxique, puisque c'est le terme officiellement repris. Mais évidemment, la question est, est-ce que ces stratégies globales, dont on a vu le peu d'efficacité depuis maintenant plusieurs décennies, ont-elles une chance de fonctionner à un niveau européen qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre? Je resterai sur cette conclusion globale. Je vous encourage à poser des questions donc, via la plateforme sur différents aspects de cette communication. Et je vous remercie de votre attention.